press 7, 80 knots, check. Air France, de Tango, bonsoir, devant votre main, il 0 gauche et attendez. Air bonsoir, de Rotate, bonsoir, de par la temps, Air France, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen, you're all very welcome to route your flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue chers amis, bienvenue dans la zone aéro. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sébastien. Ça va bien? Ça va. Bon, on est ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la zone aéro. Bah tiens, ça commence, level up pour Seb59 sur le chat, niveau 17, bravo. Ça évolue. Salut à Dave qui est déjà actif sur le chat, bienvenue à toutes et tous. Bonsoir Aviateur59, bonsoir Claudie1521, Mister Simu qui est là aussi, les gens de la communauté de la simulation qui sont parmi nous, bienvenue à vous. Dave Jeanlin, c'est comme le Jeanlin du Nord? Ouais, presque, ça se boit pareil. Denis NP qui est là, bienvenue à toi. Monsieur Zabra, bonsoir Monsieur Zabra. Sois le bienvenu sur la chaîne de la zone aéro. Bref, ah bah, y a déjà du monde. Hein. Il y a salut Nico, bonjour Aviateur59. Voilà, bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt à toutes et tous. Bah écoutez, on retrouve notre ami Nico qui s'est exporté quelques semaines. J'étais rangé en dessous là. Ah bah dis donc, tu as passé un moment hein. J'étais en hibernation. Parce qu'on t'a pas vu, quand Jean était là, on n'a rien vu. Non, dommage. Ça secouait un peu le truc là. Ça devait être ça. Ouais. Ça devait être ça. Mais ça m'a pas réveillé. C'est Paolo. Paolo. Ah bah oui, alors Paolo, c'est un grand ami à moi qui est collectionneur, passionné d'histoire de l'aviation. Dont on fera justement un sujet. D'accord. Sur Paolo. Voilà, exact. Bon bah parfait. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, que les gens qui ont volé l'ont fait avec plaisir. Voilà, puis il commence à faire beau là. Hein, ouais. Donc alors, commence à faire beau, attention. Oui, parce que c'est justement là où il y a du monde, et puis voilà. Et tout le monde y va, tout le monde dit allez hop, voilà. C'est parti. Et c'est peut-être là où les petits soucis peuvent arriver. D'ailleurs, il y a eu un accident cette semaine encore. Très grave. Voilà, donc bon, on va pas en débattre plus que ça. On n'a pas les infos, donc voilà, donc pour l'instant. Plus loin, mais méfiance, quand il fait beau, il y a beaucoup de monde en l'air. Ouais. La semaine dernière, j'étais plutôt dans le sud-ouest de la France, et je connaissais des pilotes qui allaient sur le pic du Midi. Oui. Et ils disaient qu'il y avait pas mal de monde. Ouais. Il faisait beau, donc... ouais, il faut ouvrir l'œil. Voilà. Voir, éviter, et se faire voir. Voilà, et se faire voir. Finger Gold, coucou, bisous. Bon, écoutez, il y a déjà pas mal de monde qui est connecté, donc c'est parfait. On dépose le plan de vol tout de suite. Allez. Non, déjà, avant toute chose, bienvenue à tous les followers qui sont arrivés il y a quelques temps. Là, d'ici 4 jours, il y a eu pas mal de gens. Ah, c'est ça, tu vois, 7h, 14h, tout ça, c'est les derniers, ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, il y en a eu plein. Zazou 3091, Free Flight 30, Filou. Voilà, il y en a eu tout un paquet là qui sont arrivés. Donc, si vous êtes branchés, soyez les bienvenus. Les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer un programme assez exceptionnel pour le mois de juin à venir. Restez branchés dans la zone, je vous le dis. Je vous donne pas plus d'infos que ça, mais on en a parlé. Il va y avoir un gros programme pour le mois de juin. Vous n'êtes pas prêts hein? Ah bon? Ah non, ils ne sont pas prêts. C'est pour mettre un petit peu de suspense, mais c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai. On est quasiment en train de boucler la programmation du mois de juin. On lance la séquence plan de vol. Allez. Et puis on voit un petit peu tous ensemble de quoi on va parler ce soir. Sommaire, plan de vol, fait péter en avion, c'est bon. Bon, allez c'est parti séquence. Plan de vol, on regarde le sommaire. Séquence du plan de vol. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vous affiche le sommaire ici. Actualité du terminal, quelques petits actus, ça va être très court hein, ce soir, puisque Nico va nous parler, va initier, on va dire, le sujet de ce soir. Je vais introduire un sujet. Et le sujet de ce soir, ça va être quoi? On va parler de structure, on va parler de solidité, on va parler de fuselage, avec Nico qui va nous faire une petite rétrospective. Oui, un petit peu voir au début comment ça se faisait, quoi, et puis voilà.
Et derrière, petite introduction historique, quoi. Oui. Voilà. Mais au contraire. Et derrière, on retrouvera un expert, notre ami Cédric, qu'on retrouvera tout à l'heure pour cette séquence découverte de la structure d'un avion. Comment c'est foutu tout ça? Comment on l'a appelé tout à l'heure? On dit ça passe sous sa casse. Ça passe sous sa casse. Si on parlait un peu solidité de l'avion. Voilà. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Cédric est un expert. D'ailleurs, c'est un TKI, Theoretical Knowledge Instructor, pour la TPL théorique. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est à lui et à personne d'autre, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes sur la bonne personne, donc n'hésitez pas. Salut Michael Greasy Beats qui vient de nous rejoindre sur le chat. Donc structure, solidité, fuselage avec Cédric, ça sera le gros de l'émission. Et puis derrière, une petite foire aux questions, remise de gaz, comme d'habitude. Voilà. Si vous avez des thèmes à aborder, que ce soit, sur l'émission ou sur des sujets à venir. Et on en reparlera d'ailleurs de sujets parce qu'on a un petit truc en tête. Notamment lié à la sortie du film Top Gun, on vous en reparlera justement pendant la séquence remise de gaz. Voilà, est-ce que ça vous va comme petit programme? Oui? Non? Est-ce que vous êtes déjà déconnecté? Non? Non, il y a toujours du monde? Tant mieux. Écoutez, si tout est ok, je vous propose de démarrer tout de suite par la première séquence. Hop, on enlève le sommaire et on lance la première séquence, donc l'actualité du terminal et les petites news. On y va? Allez, c'est parti. Alors Sébastien, quelles sont les nouvelles? Alors, l'actualité du terminal, on va l'afficher ici tout de suite. Alors, il y en a 3. Hein. On va faire simple aujourd'hui. Hop, je vais venir ici. Voilà. Si vous avez des questions pendant la séquence actualité du terminal, n'hésitez pas aussi à les poser. Petite actualité, vous le voyez ici, la petite affiche qui s'affiche est à venir ce week-end pour les gens qui seront dans le sud, du côté de Brignoles. Une journée porte ouverte qui est annoncée. Chez les pompiers. Voilà, chez les pompiers. Enfin, pompiers et sécurité civile en règle générale, parce qu'il n'y aura pas que des pompiers. Mais ceux qui y seront pourront assister justement à tout un sujet sur les feux de forêt. Donc vous pourrez voir des camions de pompiers avec des pompiers se déployer pour contenir un incendie, faire appel à des moyens aériens et vous aurez la chance d'assister à des largages assez près d'ailleurs, notamment Canadair. Figure-toi que vendredi, je rentrais chez moi et j'ai été donc témoin en réel d'un incendie de forêt du côté de chez moi en Ardèche et j'ai vu 2 Canadair œuvrer pour éteindre cet incendie-là. C'est assez impressionnant. Hein. Donc là, ils partent en direction du Rhône en fait pour écoper et ils revenaient donc derrière chez moi pour éteindre l'incendie. C'est impressionnant à voir. On est au mois de mai. Et ça brûle déjà. Donc ça promet une grosse saison. Donc voilà, si vous êtes du côté de Brignoles, démonstration, baptême d'hélicoptère. Alors allez-y, hein, vous allez certainement apprendre des choses. Ne serait-ce que déjà la conduite à tenir quand vous vous baladez en forêt. Ce qu'il faut faire, comment alerter les pompiers aussi, si vous êtes témoin de... Voilà. Voilà, allez-y, c'est toujours instructif d'aller voir ces gens-là parce que ils font un travail formidable, quoi. Il y a des équipes cynophiles aussi qui vont être sur place pour faire de la recherche de gens. Qui font du ciné. Ouais. D'accord. Si vous avez, si vous voulez en savoir plus, alors ça se passera du côté du camp Couder et pour avoir plus d'infos, vous allez sur UIISC. Vous voyez, alors on ne voit pas très bien, mais c'est marqué sur l'affiche là. UISC 7-brignoles.fr. Donc je répète le site UIISC 7-brignoles.fr. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le chat, je le marquerai tout à l'heure dans le chat. Voilà, ou si quelqu'un peut le marquer dans le chat, un des modérateurs, ça serait top. Merci d'avance les amis. De quoi? Mettre un lien. Oui, mettre le lien. Voilà. Donc UIISC 7-brignoles.fr et vous aurez tout le programme et tout ce qui va bien. Une petite rectification par rapport au sujet de la semaine dernière. La semaine dernière, on a abordé un sujet assez intéressant sur le constructeur belge Sonaca. Oui. Qui avait annoncé donc en grande pompe l'ouverture d'un hangar de 2000 m². On avait vu les avions, les Sonaca 200, avec tout le développement qu'ils ont fait autour de ça. Et on a appris cette semaine, figurez-vous, que Sonaca arrêtait la construction des Sonaca 200.
J'ai vu ça, ouais, c'est vrai. Branle-bas le combat, on va dire, parce que c'est vrai qu'on avait annoncé ça comme voilà, l'ouverture du nouveau hangar, enfin un grand développement, et là, à l'arrêt brutal, et visiblement c'est un arrêt financier, puisque les constructeurs ont dit bah, finalement il n'y a pas assez de commandes, et comme il n'y a pas assez de commandes, eh ben, on arrête l'investissement, terminé, merci. Alors c'était un avion qui était prévu pour faire de l'école. Ah oui, de l'instruction principalement. Principalement, et il y avait des écoles hein, qui s'étaient placées pour en acheter. Hein. C'est ça. Mais apparemment, c'est ça. C'était pas assez. Quoi. Et merci Dave pour le lien uisc7-brignol.fr, c'est ça. Merci à toi. Donc, bah oui, avion retiré, ma foi, on voulait amener cette petite précision parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé la semaine dernière et là, voilà, du jour au lendemain, bon, tout le monde s'est retrouvé un petit peu face à ce truc-là. Voilà, sujet suivant et le dernier d'ailleurs, un petit coucou à une chaîne Twitch qui se monte et qui sera pilotée par le site Aérobuzz. Donc lié à l'aéronautique, enfin l'actualité aéronautique. Et tenez-vous les amis, la chaîne se lance, donc s'appelle Jumpseat _ABZ pour Aérobuzz. Et la première aura lieu le 31 mai prochain à 12h. Donc si vous êtes amateur d'actualité aéronautique, a priori ils vont parler de sujets d'actualité avec des invités. Donc on est assez curieux de voir un petit peu ce qui va être proposé sur cette nouvelle chaîne Twitch. Et si vous voulez le faire, bah, d'ailleurs on va faire tout de suite un petit SO et ça s'appelle Jumpseat _. Si je le retrouve, il doit être là. Hop. Non, c'est pas celui-là. C'est slash. Non, il est où? Non, c'est l'autre bouton. C'est l'autre, celui-là, à droite, à gauche. Non, c'est là, regarde, c'est bon. Ah oui, c'est bon. ABZ. Voilà, tac, je vous ai mis le lien. Bah écoutez, je vous invite à faire un petit follow. En plus, moi, je ne serai pas là. Aérobuzz, ça me parle, c'était une page Facebook, je crois. Bah, page Facebook, maintenant il y a un site et c'est administré par Monsieur Gilles Roy. D'accord. Qui fait pas mal d'articles. Il y a d'autres chroniqueurs évidemment. Et voilà, il lance une petite chaîne Twitch, donc ça serait intéressant de surveiller ça. Si vous y allez, vous nous ferez des retours. Les amis, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé, ce que c'est, etc. Ou à poser le follow chez eux. Et vous mettez plein de petits liens de la zone aéro, qui sachent aussi qu'on existe. Oui. Au moins, voilà. Bon, ben voilà, moi j'en ai terminé sur la rubrique Actu. Visiblement, alors, voilà, Dave qui a follow, donc très bien. Bah écoutez, si tout est ok, on enchaîne tout de suite. Allez. On va retrouver notre ami Cédric et toi Nicolas pour ouais, bah, le lancement. Juste quelques photos là et puis je vais essayer d'expliquer un peu là. Parfait. Donc un expert à la radio, on parle fuselage ce soir, solidité avion avec Nicolas et Cédric. On lance la séquence. Surtout Cédric. Hein. Oui, ben tu vas faire l'introduction. Oui, ben c'est parti. Et un expert à la radio, le temps que je relance Teams et qu'on retrouve notre ami Cédric. Hop, le voilà, il est ici. Ah oui, par contre, on le voit plus. Attends, tac, est-ce que là c'est mieux ou pas? Non, c'est pas mieux. Bon. Ne bouge pas Cédric, on arrive. T'inquiète pas, voilà. Voilà, là c'est mieux. Est-ce que tu nous entends bien Cédric? Je vous entends très bien. Bonsoir Seb, bonsoir Nico. Aussi parfaitement. Merci à toi, bienvenue dans la zone. Ravi de te retrouver. Merci à vous de m'avoir invité. Bah, c'est tout le plaisir est pour nous. On t'a fait venir ce soir avec tes galons d'instructeur sur toute la partie, on va dire, théorique. Et si nos amis dans le chat ont des questions à poser ce soir sur le fuselage d'un avion, comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est conçu, à quoi ça peut résister, comment ça fonctionne, bah, c'est à toi qu'on peut poser la question. Tout à fait. Voilà. Exactement. J'essaierai de faire de mon mieux. De quoi? T'as dit quoi? J'essaierai de faire de mon mieux. On entend mal, non? Ouais, c'est bon. J'essaierai de faire de mon mieux. Ah d'accord. Oui. Ok. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être monter un tout petit peu le son. Comme ça, on entendra un petit peu mieux. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Nico, est-ce que tu veux commencer par... ouais, bah on va introduire la petite introduction. Alors, ce qu'on va faire, on va rebasculer en incrustation. Donc, on va retrouver Cédric tout de suite après. Et
Hop, on fait ça. On va basculer sur le petit PDF qui est prévu. Toc, voilà. Et c'est ici. Toc, voilà. Bah écoute, allez, on te laisse c'est démarrer. parti. Donc là, enfin, j'espère qu'il y en a qui auront reconnu, sinon bah, ils seront fâchés avec moi. Hein. Donc c'est le flyer des frères Wright à Kitty Hawk lors de leur premier vol. Et donc en ce qui concerne la structure, hein, on voit bien qu'au début, en fait, est-ce qu'on pouvait vraiment parler de solidité? Je ne sais pas. Hein, parce que là, c'est vrai que ça pourrait faire un peu peur. À l'époque, c'était effectivement du bois, de la toile. Il fallait être très 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 léger. Pourquoi? Parce que bah, les moteurs n'étaient pas puissants. Et donc, au niveau structure, bah, il fallait juste de quoi faire tenir les ailes, qu'un homme puisse aussi monter sur l'avion, pardon. Et la structure, en fait, a été construite juste pour pouvoir mettre des plans. Comme on voit là, à l'arrière, on voit le plan horizontal et à l'avant, il y avait 2 plans horizontaux, pardon, et à l'arrière 2 plans verticaux. Donc en fait, c'était juste pour la structure, on va dire, des ailes et des gouvernes. Hein, donc, est-ce qu'on peut parler de solidité? Il fallait juste que ce soit solide pour que ça puisse être porté par la force de la portance, etc. Quoi. Hein, quand ça tombait, je pense que ça cassait. Oui, Hein. le Gugus aussi peut-être. Et le Gugus aussi, je pense qu'il était cassé aussi. Ensuite, alors, donc là pareil, un peu le même style, hein, donc là on voit un peu mieux, hein, c'était structure en bois et toile, tout ça pour la légèreté, hein, le pilote là, bah, là il était assis, on avait vu que l'un des frères Wright était allongé sur le ventre. Là on voit la structure des ailes, hein. Donc là pareil, si on voit c'est par transparence en fait, et on voit qu'il n'y a pas vraiment de... oui voilà, c'était du 12 chevaux, hein, donc... c'était pas, ça consommait pas beaucoup d'avoine, hein, ce truc-là. Hein. Et puis ça tirait pas bien fort. Donc là, on voit que dans la structure des ailes, ici, on voit qu'il y a des longerons, bien sûr, mais c'est pas des gros longerons, on va dire, de solidité, on va dire. Hein. Là, il y avait juste les nervures là, qui servaient à donner la forme de l'aile pour la portance, en fait. Alors justement, et ça j'annonce aussi en exclu, Nico, on va aller voir bientôt, alors je ne sais pas encore la date, mais on vous fera un petit reportage là-dessus dans la zone aéro, une reconstruction d'un Blériot, qui est du côté de Saint-Hippolyte, et on emmènera justement ce qu'il faut pour pouvoir faire des images, et vous faire profiter aussi de cette visite un peu privée, parce que c'est un particulier qui a restauré ça, et apparemment c'est un travail d'orfèvre, donc on vous fera partager ça, cette reconstruction du Blériot dans la zone aéro. Voilà. On a un connaisseur là, les frères Wright étaient malgré tout satisfaits car le moteur était annoncé pour 9 chevaux. Ah. Tu vois, gonfler les moteurs déjà. Et ouais. Il devait marcher au nitrogène, un truc comme ça. Donc là on voit un Blériot, donc là on voit quand même une structure un peu plus classique. Hein. Là pareil par transparence on peut voir la structure des ailes. Il n'y a pas vraiment de grosses nervures on va dire solides. D'accord, c'est un ensemble qui fait que ça donne la forme. Le fuselage c'est pareil, c'est du bois hein, assemblé comme les échafaudages en fait. Et puis donc c'est ça qu'on va aller voir. Voilà, voilà, c'est un Blériot 11. Ok. Voilà, donc voilà, donc là j'ai trouvé des plans. Là j'ai un gros plan de la structure du fuselage. Hein, on voit que en fait c'était un cadre de bois solidifié enfin rigidifié on va dire. Par des entretoises, des câbles en fait qui faisaient que le fuselage était solide en fait. Hein. Pareil, l'aile du Blériot était tordue en fait, il n'y avait pas d'aileron. Et l'aile du Blériot était tordue, donc c'est-à-dire on appelle ça gauchir. C'est pour ça qu'on dit gauchir, dégauchir. D'accord. Quand on est en avion, là, quand on apprend au début, il y a certains instructeurs qui utilisent le terme gauchir, dégauchir pour pouvoir incliner l'avion. Et ça vient du fait de tordre les ailes qui permettaient à l'avion de s'incliner à droite ou à gauche. Hein. D'accord. Ensuite, donc ça c'était vraiment les tout débuts de l'aviation. Ensuite, Première Guerre mondiale. Donc là on a des avions qui sont entièrement entoilés. Hein. Donc là c'était plus pour un souci de traîner, d'empêcher la traînée, hein, à cause des câbles et puis de la structure en bois. Sinon la structure en interne, je ne sais pas si on peut voir la photo suivante. Il suffit de demander. Voilà, là on voit donc un SPAD pareil, donc toujours pareil, du bois, de la toile. Là on peut se rendre compte effectivement que le longeron de l'aile est quand même un peu plus épais que les autres.
hein, mais c'est toujours le même principe, structure qui donne la forme en bois. Ensuite, comme c'était des avions de guerre. SPAD 7 et 13. Exactement, donc il y avait le SPAD 7 de Guilmer qu'on a vu en noir et blanc sur la photo précédente. Et le SPAD 13 qui vole à la Ferté-Alais. Donc je vous invite à y aller, au week-end de la Pentecôte, où vous aurez certainement le plaisir de voir ce SPAD 13 en vol. Donc voilà pour la structure de ces bois étoiles. Ensuite, c'était la guerre, donc l'évolution technique a grimpé en flèche. Donc on peut passer suivante. Hop, voilà. Donc là, en fait, on a un Albatros D2. Donc structure en bois. Alors je vais dire que la structure des ailes, elle n'a pas vraiment changé. Par contre là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est la structure du fuselage qui était en bois. Et en fait là, au lieu d'avoir mis de l'entoilage sur le fuselage, en fait c'était des plaques de contreplaqué qui participaient en fait à la solidité du fuselage. C'est ce qu'on appelle de construction de monocoque. Pour certains qui ont fait, enfin je sais pas, Cédric qui me confirmera peut-être tout à l'heure le terme. Et en fait là la peau en fait de l'avion participe en fait à la solidité du fuselage en fait. Vas-y, la suivante. Voilà, donc les ailes classiques, je vous ai dit. Par contre, on peut pas zoomer. Enfin, si on voit un peu en bas et en haut sur la photo noir et blanc, on voit que la structure est beaucoup moins. Hop, faut que je m'égale comme ça. Voilà, on voit que la structure est beaucoup moins fournie que le SPAD ou même les Blériot, etc. Et puis, donc il y a juste des longerons et puis des couples et puis donc la peau en bois contreplaqué qui vient se coller dessus et être cloué. D'accord. Voilà, donc on peut voir la madame là qui est en train de construire un Albatros D2. Ok. Ensuite, au niveau structure ici, donc pour l'instant on n'a parlé que de bois. Ici on a le Fokker triplan, le DR1, donc c'est un avion qui vole à Ferté-Alais aussi. Donc là tu peux passer aussi à la photo suivante. Donc on verra que là il y a eu quand même des évolutions assez flagrantes, puisqu'ils ont remplacé le bois par des tiges en métal, en acier, tu vois, pour le fuselage. Et sur les ailes, je ne sais pas si vous voyez le longeron. On va zoomer un petit peu. Voilà, c'est un caisson en fait, donc qui participe en fait à la solidité des ailes. C'est carrément un caisson. Et si vous regardez, pour certains qui sont en aéroclub, le fuel il mettait dans des réservoirs qui étaient en interne. Donc je reviens sur le triplan. Donc vous voyez la structure de l'aile. Donc là c'est plutôt un caisson qui a été fabriqué. Les réservoirs c'était dans le. C'était devant le pilote. Devant le pilote. Devant le pilote pour le triplan, ouais. Sur le SPAD c'était en dessous du pilote, je crois. Ouais. Et donc, alors, je reviens sur le caisson là, des ailes. En fait, si vous démontez un DR400 dans votre aéroclub, je vous invite pas à le faire. Il y en a qui vont hurler. Voilà. Mais le DR400, en fait, il a un longeron en caisson comme le Fokker DR1. Voilà. Sinon, après, le fuselage, il est en barre ronde en acier. Voilà. Ok. Rigidifié bien sûr par des haubans. Donc là ici on a le Junker J9, ça a été le premier avion tout métal, structure en métal et la peau pareil en métal. Alors c'était du métal, alors je ne sais pas s'il y a la photo suivante aussi, on verra peut-être mieux. Il y en a un qui est exposé, c'est celui du musée de l'air. Alors si vous remarquez bien en fait, pour contribuer en fait à la solidité et puis à la, on va dire à la rigidité des tôles, elles étaient ondulées. Vous voyez toutes les tôles là, elles sont ondulées, ce qui participe en fait à la rigidité de la plaque de tôle. Voilà, comme les vaches. Et je sors. Tu sors de tôle, c'est ça. Et donc ça participait là aussi un peu comme le bois sur l'Albatros D2, ça participait à la solidité générale de l'avion. Alors à la Ferté-Alais, vous pouvez voir aussi il y a le Junker 52 qui est construit de la même manière avec des tôles comme ça ondulées. D'accord. Voilà. Ok. Et enfin. Polo 720, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans la zone. Donc là on a un bombardier anglais, le Wellington. Alors on peut voir en bas sur la photo la structure du fuselage.
Alors j'allais chercher le terme, c'est plutôt en treillis, on va dire. J'allais dire géodésique, ça ressemble, mais c'est plutôt en treillis, quoi. C'est du. Je sais pas si on peut voir parce que c'est un petit peu zoomé là. Ouais. Voilà. Il faut que je descende un petit peu et que je décale à droite. Ah, vous voyez la structure du fuselage. Voilà, c'est en treillis, ça participait aussi, ça donnait une certaine rigidité au fuselage. Voilà pour la petite introduction historique. Et puis maintenant, on va passer la parole à l'expert. À Cédric. Qui va nous expliquer tout ça. Voilà, hop, on va dire scientifique. Voilà, et on retrouve Cédric. Bon, est-ce que j'ai dit beaucoup de Est-ce que Nicolas est validé? Nicolas est validé, il a fait une très très bonne introduction. Merci, parfait. Donc on a déjà gagné ça. Ah. Exactement. J'ai bien travaillé. Alors déjà, avant qu'on démarre, ce qu'on va peut-être faire, Cédric, c'est qu'on va te laisser 1 minute, comme d'habitude. Ouais. Et en 1 minute, avec le petit chrono, on va te laisser te présenter. Ça va? 1 minute, c'est trop pour te présenter. Mais si, tu vas voir, c'est suffisant. Généralement, les gens y mettent plus. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ouais. On lance le chrono. Ça marche. Est-ce que c'est parti? Oui, ça y est. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Cédric. Donc, en effet, je suis TKI depuis de nombreuses années. Donc, j'ai commencé en étant SFI. Donc, SFI, c'est Synthetic Flight Instructor. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un instructeur sur simulateur de vol. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans dans l'armée de l'air. En plus de ça, j'étais aussi TKI dans l'armée de l'air. Au bout de 10 ans, j'ai décidé de quitter l'armée de l'air. J'ai travaillé dans divers ATO en France en tant que TKI et CTKI. Donc j'étais juste responsable d'instructeur vol. Et aujourd'hui, je travaille pour un grand constructeur aéronautique. Et en parallèle de ça, je suis aussi rédacteur de questions pour le HASA, pour l'examen TPL théorique des pilotes. C'est vrai, il reste et voilà, encore 20 secondes. Je t'avais dit moins d'une minute. C'est très concis, c'est bien. Alors, est-ce que les gens peuvent t'envoyer des bits, par exemple, pour avoir accès aux futures questions? C'était une des questions, tu vois, est-ce qu'on peut s'envoyer? Tu pourrais dire aussi que tu es un grand sportif. Ah oui, aussi, ouais. Ça t'en parle pas. Oui, mais ça, je pense pas que ça... Qui te restait... Ah bah si, ça fait quand même son nom, ça. Sportif, aviateur... Ça fait oui, partie mais je de la pense pas que ça intéresse vraiment la zone aéro. Tiens, il y a des gens qui te connaissent, d'ailleurs. C'est possible. Attends, parce que... Attends, je vais passer les réactions parce que visiblement t'es connu dans le chat. Denis qui dit au Cédric bonsoir à toi et qui dit aussi content de te voir. Je suis content de te revoir aussi, Denis. Mister Simu, merci pour la TPL 2020. Ah donc visiblement. Eh oui. Ah putain, il y a Crazy Beats qui pose une question qui n'a rien à voir, mais avec le sujet de ce soir, mais on la pose quand même. Combien devient-on rédacteur et HASA? Ah bah oui, ça fait partie du... Eh bien, pour devenir rédacteur de questions pour le HASA, il faut simplement postuler, répondre à une offre que propose tous les ans le HASA. Et il faut être sélectionné, passer un processus de recrutement comme pour n'importe quel autre contrat. D'accord. Et on est rémunéré pour ça? Et on est rémunéré pour ça, en effet. J'ai un contrat en direct avec le HASA. D'accord. Et il y a besoin de diplôme ou d'avoir des trucs En fait, il demande une grosse expérience en aéronautique avec une expérience en ATO en tant que TKI et ATPL. Et ensuite, il y a des examens à passer. Ils font passer divers examens pour pouvoir faire partie d'abord d'un pool. En fait, on fait d'abord partie d'un pool de rédacteurs de questions pendant plusieurs années. Et quand ils jugent que notre motivation est assez suffisante, et bien, ils nous appellent en disant bon, ben, cette année, on a besoin de vous. D'accord. Ok. Bon. Voilà. Ah, c'est quoi les HASA? On vous pose la question. Ah. Mais c'est une bonne Les question. HASA. Ben, n'hésitez pas d'ailleurs à poser je te des laisse questions, répondre. posez-les. Hein. Je te laisse répondre, Sébastien. Ah ben c'est pour moi qui suis Explique-nous donc ce invité, qu'est le HASA. cher Cédric. Ah. Ouais. Alors donc le HASA, c'est l'agence européenne de régulation. C'est-à-dire que tout comme en France on a des lois, on a le code pénal, il existe la même chose en aéronautique, mais du coup pour nous Français c'est géré de majorité par le HASA. Donc c'est l'agence de sécurité européenne pour l'aéronautique. Donc c'est elle qui édite la plupart des lois qui sont suivies, que ce soit en l'air ou pour la formation des pilotes ou pour les compagnies aériennes, tout ce qui touche à l'aéronautique. Et que ce soit pour les avions, pour les ballons, pour les planeurs, pour la maintenance, pour tout ce qui peut se faire. D'accord. On pourrait dire, pour simplifier, c'était un peu comme avant la DGAC, mais à l'échelle européenne. Exactement, voilà. c'est tout à fait ça.
Et Mister Simu qui amène une petite dose d'humour en disant vous relisez vraiment les questions, je savais pas, non je rigole. On sent l'expérience. On sent qu'il n'était pas d'accord sur certaines réponses. Bien, bah écoutez, déjà on a une petite idée du personnage, mais maintenant on va revenir sur le sujet du fuselage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir basculer un petit peu de temps en temps sur Chrome pour aller chercher des illustrations s'il y a besoin. Mais Cédric, est-ce que tu peux déjà nous synthétiser un petit peu la définition quelque part du fuselage d'un avion, son utilité et comment est-ce qu'il est pensé d'un point de vue général? Alors, le fuselage de manière générale, déjà, c'est lui qui fait l'avion, hein, c'est la structure même de l'avion. Ensuite, en fonction des avions, forcément, l'usage n'est pas le même, puisque si par exemple on prend un avion de chasse, le fuselage fait partie intégrante de l'avion, on va y retrouver plein de choses dedans, mais par exemple, il n'y a que le cockpit, il y a un cockpit avec une, deux ou trois personnes, alors que pour un avion en ligne, le fuselage c'est vraiment une partie intégrante, puisque c'est ce qui va permettre de transporter les passagers. Donc, déjà, en fonction du type d'avion et de l'utilisation qu'on va avoir de l'avion, le fuselage va avoir des fonctions un tout petit peu différentes. Ok. Ensuite, au niveau de la composition du fuselage, on va avoir, tout va dépendre déjà du type d'avion. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'a montré Nicolas avant sur l'histoire, sur les avions légers aujourd'hui, eh ben, finalement on n'est quand même pas très loin de ce qui se faisait dans le passé. Par exemple, si on prend les avions des ULM, il y a beaucoup d'ULM qui sont en structure en treillis tubulure, donc c'est la tubulure en treillis, donc c'est exactement ce que tu as montré sur la dernière photo, sauf que maintenant c'est plus l'acier, c'est l'aluminium, parce que forcément c'est beaucoup plus léger. Donc on va avoir des tubes en aluminium qui sont un peu, si tu puis dire, de manière générale, entremêlés les uns les autres et soudés, afin de créer une structure qui va être relativement solide, qu'on va entoiler autour, histoire de faire une peau, donc tout ce qu'on met autour c'est ce qu'on appelle la peau, et c'est ça qui va nous constituer le fuselage. Et c'est le meilleur rapport pour les ULM entre solidité et surtout le poids. Puisque le poids, comme vous le savez tous, c'est un ami d'avion. Je vais essayer de projeter. Voilà. Voilà, exactement. Ça c'est ce qu'on appelle une structure en treillis. Ouais. Voilà. Ça, c'est une structure en treillis, c'est ce qu'on appelle une structure en treillis. Donc, vous voyez, c'est des tubes. Aujourd'hui, forcément, ils sont faits en alliage d'aluminium. Parce que l'aluminium, même si ça coûte un petit peu plus cher, c'est beaucoup plus léger. Et surtout, au rapport poids-résistance, c'est une des choses qui se fait le mieux. Ouais. Et donc, par-dessus ce système de tubulure, on va venir mettre une peau, le plus souvent en toile. Parce que la toile, c'est hyper léger. Et même chose, par rapport à la résistance, c'est quand même assez résistant. Et c'est comme ça qu'on a fait les UL. Beaucoup d'UL. Ah, ça n'a pas donc ça se retrouve encore du blériot finalement. Non. Pour les ULM, non, pas beaucoup. Alors après, on trouve quand même des ULM avec des structures plus, on va dire, contemporaines, avec des cadres et des longerons qu'on va retrouver sur les avions modernes et qui soient légers ou lourds d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça se fait encore beaucoup. Parce que c'était assez facile, on va dire, de mise en œuvre. D'accord. Alors j'ai trouvé ça aussi, on parlait d'avions, on va dire légers. Exactement. Donc ensuite, sur les avions légers, de toute façon, que sur avion léger ou avion lourd, le deuxième type de construction est quasiment le même. Après, ce qui va juste changer, ce sont les matériaux. C'est-à-dire qu'on va retrouver un système avec des cadres, des longerons et une peau. Et ce qui va changer en fonction du type d'avion, de la résistance qu'on cherche et des efforts qu'on veut chercher à absorber, et bien les cadres, les longerons et la peau seront de matériaux différents. Ok. Donc les cadres, c'est ce qu'on voit là. Les cadres, c'est exactement ce qui est présenté là, c'est ce qu'on voit très bien sur la photo. Ce sont ni plus ni moins que ce sont des espèces de cercles. Alors, en fonction de l'endroit du fuselage où ils sont positionnés, des fois c'est des rectangles, des fois ce sont des cercles, des fois ça peut être des formes de double bulle. Typiquement, si on prend par exemple du beluga, c'est de la double bulle. Ça ressemble vraiment à deux bulles qui sont collées l'une à l'autre. Donc voilà, ça ce sont les cadres. Ensuite, on va avoir les longerons. Les longerons sont des éléments qui sont perpendiculaires aux cadres et qui relient les cadres entre eux. D'accord. Et le principal intérêt de longeron, c'est de rigidifier l'ensemble et de venir derrière pouvoir non seulement absorber les efforts, et en plus ils vont servir à pouvoir venir fixer la peau également dessus. Ouais. Remets l'avion de ligne peut-être là. De quoi? Ah oui, celui-là, hop, ouais. Là j'avais trouvé ça aussi. Voilà. Exactement. Donc voilà, donc là on va bienvenue au premier à plan. Françoise K09 qui vient de follow la chaîne. Merci et bienvenue. Donc là ouais, on voit bien les Voilà, cadres.
Et l'hélice? Voilà, on voit les cadres. Alors, lisse, longeron, même chose. Donc, on va parler au niveau des cadres, on va avoir différents types de cadres, mais en fait, la fonction est la même. C'est-à-dire qu'on va avoir des cadres forts, des cadres faibles. Donc c'est ici. Hein. La fonction est exactement la même. C'est juste qu'on parle de cadre fort, cadre faible en fonction de la section du cadre, du matériau qui est utilisé et de l'épaisseur, par exemple. C'est-à-dire que ça permet de faire le meilleur ratio possible entre poids et résistance structurelle. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des cadres très très épais tous les, je vais dire une bêtise, mais tous les 5 ou 10 mètres en fonction de la taille de l'avion, tous les 3 mètres, et en fait on va mettre des un peu moins épais tous les 2 mètres et un qui est assez fin au bout d'1 mètre. Tout ça, c'est les ingénieurs qui calculent ça afin d'avoir le meilleur ratio poids, résistance et matériel. Donc, mais la fonction est exactement la même. Et donc, la même chose pour les longerons et les lisses. Tu parlais de lisses, Nicolas, c'est la même chose. Les longerons et les lisses, ce sont quasiment les mêmes éléments. Donc, c'est ce qui vient de se fixer perpendiculairement au cadre. La seule différence entre les longerons et les lisses, c'est l'épaisseur, la section et éventuellement le matériau. Et c'est tout. Mais les fonctions sont exactement les mêmes. C'est de la répartition de force, quoi, finalement. Exactement. Le but des ingénieurs, c'est pour ça que ce sont des ingénieurs, c'est qu'ils vont essayer de trouver le meilleur ratio par rapport au cahier des charges de l'avion. Puisque quand on fabrique un avion, on a un cahier des charges, savoir qu'il faut qu'il vole à certaines vitesses, à certaines latitudes, entre autres. Et donc, avec une différence de pression, on en parlera juste après, je pense. Ouais. Et le but, c'est de trouver le meilleur rapport pour pouvoir absorber toutes les contraintes, toutes les forces qui sont soumises à cet avion, en respectant le cahier des charges et surtout en ayant le moins de poids possible. Puisque, une fois de plus, le poids est, je dirais, l'ennemi un peu de l'aéronautique, puisque plus on est lourd, plus on consomme, moins on va vite, etc. D'accord. Et quelles sont les forces qui sont exercées sur l'avion en fait? L'avion il peut se déformer comment en fait? Comme ça, ouvrier ou le fuselage? Ouais, alors si on se concentre uniquement sur le fuselage, parce qu'après il y aura encore beaucoup à dire sur les ailes, mais aujourd'hui on est là pour parler du fuselage. Si on se concentre sur le fuselage, on va avoir plusieurs forces. Ça va dépendre déjà du type d'avion, si c'est un avion pressurisé ou non pressurisé. Si c'est un avion pressurisé, alors on va commencer plutôt par l'avion non pressurisé, ça plus facile. Donc, dans tous les cas, on va avoir des efforts de torsion. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tout simplement, le fuselage peut vriller sur lui-même. Donc, c'est vraiment une torsion comme une vis. Ce sont les efforts, par exemple, quand on visse une vis dans un bout de bois, dans un bout de métal, c'est un effort de torsion. On va avoir des efforts de torsion. On va avoir des efforts de compression. Typiquement, qu'est-ce qu'on faisait comme exemple quand on a un vent de travers? Le vent de travers va venir compresser le cadre, le fuselage d'un certain côté. On peut avoir des efforts d'extension. En l'occurrence, c'est surtout le cas pour les avions pressurisés, puisque la pression à l'intérieur de la cabine est supérieure à la pression extérieure. Du coup, l'air qui est à l'intérieur de la cabine a tendance à vouloir sortir. Donc, il a tendance à gonfler, tout simplement comme un ballon. C'est comme si on voulait gonfler un ballon. Ça, ce sont les efforts principaux. Après, on peut avoir des efforts, justement, c'est le gros point faible de tous les fuselages. Ils ne sont pas faits pour ça. On peut avoir des efforts de cisaillement. Ça, c'est vraiment la bête noire de n'importe quel fuselage. C'est-à-dire qu'en fonction de leur conception, ils vont être faits de certaines manières à pouvoir absorber certaines doses d'efforts de compression, une certaine dose d'efforts d'extension, mais ils sont relativement faibles aux efforts de cisaillement. Cisaillement, c'est ça en fait, il y a les deux trucs et ça fait ça. Ouais, exactement. Le cisaillement, c'est quand on va avoir une force dans un sens et une force dans l'autre. D'accord. Ça peut arriver à l'atterrissage par exemple. Ah bon? Alors, ça peut arriver en effet à l'atterrissage. Ça peut arriver à l'atterrissage. C'est parce que c'est pas quand ça arrive. Non, mais quand l'avion il se pose comme ça, je veux dire, d'un seul coup, au niveau du train, il s'arrête, mais l'avant il continue un peu peut-être à... Exactement, parce qu'il y a une différence de masse inertielle. Il y a une différence de masse inertielle entre le train et le poids du fuselage et le poids du fuselage forcément qui est supérieur au poids du train. C'est-à-dire que la partie du cadre qui est attachée au train, elle va s'arrêter, alors que le poids du cadre en lui-même va avoir tendance à descendre plus bas. Après, là pour le coup, pour répondre à ta question, Nicolas, les avions sont conçus pour ça. Oui, si à la base ils n'étaient pas conçus pour ça, on aurait du mal à atterrir à chaque fois. C'est ça. Je veux pas faire peur aux gens. Hein. Non. Après, c'est pour ça justement, mais c'est une très bonne question, Nicolas. C'est une très très bonne remarque, puisque c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de tout ce qui est trappe de train, les cadres sont beaucoup plus rapprochés. Souvent, on y retrouve des cadres forts et on y retrouve beaucoup de longerons. Afin de rigidifier à cet endroit-là l'ensemble,
pour éviter justement ces efforts-là. Donc finalement, c'était pas une remarque anodine, c'était une très très bonne remarque. Si on revient sur les cisaillements, le problème majeur qui peut arriver, c'est surtout en cas de turbulence. Ouais. C'est en cas de turbulence, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est en cas de turbulence, c'est là où ça dérange, et c'est d'ailleurs pour ça que quel que soit l'avion, et je vais pas le dire, même un 380 ne volera jamais à l'intérieur d'un gros cumulobus. Ouais. Parce que le problème des cumulobus, certes, exactement, le problème des cumulobus, c'est que certes, on va avoir de la pluie, de la grêle, du givre, mais on va avoir aussi d'énormes cisaillements de vent. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des différences de 200 à 300 km/h en l'espace d'une cinquantaine de mètres. Et là n'importe quel fuselage n'est pas fait pour résister à ce genre de cisaillement. En fait, ça veut dire qu'un avion de ligne, il peut se retrouver, je veux dire, l'avant dans un courant ascendant et l'arrière du fuselage dans un courant descendant. Ça pourrait arriver, ça, dans un Exactement. D'accord. Ah oui, c'est bien pour ça que personne ne va dans un cumulobus, parce que c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Et dans l'histoire de l'aviation, des détails sur les cumulonimbus, je vous invite à revoir l'émission de la semaine dernière qui est en replay, où on a parlé justement des orages, des courants ascendants et descendants avec Hélène. Donc c'est un super complément. Est-ce que tu pourrais nous dire si, tu vois, tu as parlé d'éléments, des lises, des longerons, des cadres, est-ce que c'est des choses particulières pour des forces particulières, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce sont des éléments qui vont contrer par exemple la torsion, ou c'est l'ensemble des éléments qui font que ça contre la torsion? Tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Alors les cadres, le principe des cadres, ça va être pour tout ce qui est effort de tension et de compression. Donc l'exemple parfait que je peux vous donner, c'est un cerceau. On a tous joué avec un cerceau à l'école. Et bien un cerceau, c'est un cercle. Et bien vous le prenez entre les mains, vous essayez d'appuyer dessus, vous essayez de l'étirer. Et bien le cerceau va absorber les efforts. D'accord. Donc ça, Okay. ce serait Donc, ça va surtout être pour les avions pressurisés, par exemple. Ça aide en fait à... Alors, tout à fait pressurisé, surtout pour les pressurisés, pour les non pressurisés également. Hein. Oui. Mais c'est bien pour ça que pour les non pressurisés, les cadres sont plus éloignés, ont des sections moins importantes, parce que les efforts en compression et en tension sont moindres. D'accord. Et de toute façon, vous le voyez très bien, hein, si vous le prenez, si vous avez déjà fait le test avec un cerceau à l'école, parce que j'aime bien utiliser cette image-là, parce qu'on comprend facilement. Alors, un cerceau à l'école, ou pour les plus grands, vous prenez votre alliance et vous testez. Après, c'est un risque et péril. Hein. Mais vous verrez qu'en fait, quand vous prenez un cerceau, il y a en tension, il est beaucoup plus solide en tension. C'est-à-dire si vous essayez de l'écarter comme ça, il va être beaucoup plus solide qu'en compression. D'accord. Ok. C'est-à-dire que votre alliance, je pense que votre alliance, vous la serrez très très fort dans les mains, vous allez l'écraser. Après, vous allez vous faire engueuler, mais vous allez l'écraser. Ce ne sera pas pour les mêmes raisons. Exactement. Par contre, prenez-la à deux doigts, trouvé... essayez de la tirer. Hop. On voit ce dont tu parles quelque part. Exactement. Donc voilà, donc là on a des cadres. Le lisse. Voilà. Exactement. Donc c'est ce que je vous disais, longeron lisse, vous voyez, c'est exactement le même élément. Si ce n'est que on le voit clairement sur l'image, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Donc ça va dépendre de ce que je vous dis, hein, c'est une histoire de section. Éventuellement d'alliage qui est utilisé. D'alliage ou de matériaux. La fonction est la même, c'est juste qu'une fois de plus, c'est ce rapport-là au niveau des ingénieurs qui fait que ça permet d'avoir la meilleure résistance possible avec le meilleur gain de poids possible. Ouais, d'accord. Ok. Et ensuite, par-dessus tout ça, vient la peau. Et la peau sert vraiment à... en fait, c'est elle qui va être l'élément moteur. En fait, c'est la peau, c'est celle qui va répartir les charges sur l'ensemble de la surface du fuselage. D'accord. Ça va éviter de concentrer la charge sur un cadre. Et ça va permettre de répartir du coup une force, que ce soit en tension, en extension ou n'importe laquelle. Ça va permettre de la répartir sur l'ensemble des cadres, des lisses et des longeons. Donc la peau est un élément très très important. Et elle est épaisse cette peau ou pas? Alors là, on revient sur le principe initial. Hein. Ça va dépendre du type d'avion, puisque sur les avions, sur les ULM, c'est la toile. Sur les avions légers, on peut encore trouver, parce que ça se fait encore, du balsa, de la peau en balsa, ça peut arriver. Ah, comme le... Alors le balsa, c'est du bois, sauf que c'est un bois qui est très 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 léger. Et très fragile du coup.
très fragile, mais en effet, c'est très fragile. Après, quand c'est bien posé, normalement, s'il n'y a pas de choc sur l'avion, ça tient bien. Ouais. Parce qu'une fois de plus, c'est très fragile. Le balsa est très fragile sur un impact. Le balsa, c'est un bois qui a un gros avantage, c'est sa légèreté. Il est solide, contrairement à ce qu'on peut croire. Le seul problème du balsa, c'est qu'il est pas solide sur un effort qui est très concentré. Ouais. C'est-à-dire que si on met une pointe, si on met un clou sur un balsa, on va passer à travers. Par contre, si on prend une grande feuille de balsa et qu'on met un poids de 50 kg dessus, et ben ça cassera pas. D'accord. Ok. Ouais. Bah, ceux qui Donc, on font va pouvoir trouver ça. l'aéromobilisme, ils doivent bien savoir ça, du coup. Exactement. Le balsa Et est puis, énormément utilisé en aéromobilisme. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, il y a le Mosquito, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était construit en bois et balsa. Ouais. Très intéressant. Exactement. Et ensuite, au niveau donc ça, c'est ce qu'on va trouver sur les avions légers. Ensuite, sur les avions, on va dire, même légers et plus lourds, la peau peut être en aluminium. Et là, on retrouve les principales propriétés de l'aluminium, hein, qui est un métal léger et résistant. Donc, c'est un des meilleurs métals qui peut exister au rapport résistance-poids. En termes de résistance, un des métals les meilleurs, c'est l'acier, mais l'acier est très très lourd. Imaginez faire un Boeing 777 ou un A380 avec une peau en acier, ça aura un peu plus de mal à décoller. Donc on a ça, et le must du must aujourd'hui, ce sont les matériaux composites. Ouais. D'accord. Donc, Ce sont les matériaux composites, donc les peaux en composite, donc fibre de carbone, la plupart du temps. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la résistance des matériaux composites est telle que ça nous permet d'avoir des cadres qui sont beaucoup plus espacés, de réduire le nombre de longerons, et tout ça pour un poids qui est beaucoup plus faible. Parce que déjà, si vous réduisez le nombre de cadres et le nombre de longerons, vous réduisez pas l'avion. Mais en plus, en elle-même, la peau, bien plus légère que l'aluminium, va absorber, au rapport poids-effort absorbé, quand même bien meilleur. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le composite, en fait, pour les gens qui ne savent pas trop? Exactement. Alors le composite, comme son nom, les matériaux composites, comme son nom l'indique, c'est une composition de divers matériaux. La plupart du temps, les matériaux composites, ils vont être composés de fibres. Voilà, c'est ce qu'on a, hein, c'est exactement ce qu'est en train de mentionner Sébastien. Donc on va avoir des fibres. Donc après je vais pas trop rentrer dans les détails, mais les fibres elles vont être soit orientées toutes dans le même sens, soit dans un sens, soit dans plusieurs sens, soit sous plusieurs couches, n'importe. En fonction du rendu qu'on veut, de la solidité qu'on veut, de l'absorption des efforts qu'on veut, on met plusieurs couches de fibres, on met des fibres différentes, etc. etc. Le principe c'est ça, c'est qu'on a des fibres qui sont entre elles, et ensuite ces fibres on les mêle, et bien dans quoi, Sébastien? Qu'est-ce qu'on met par-dessus les fibres? Eh ben des surfibres. Eh ben non, pas des surfibres. On les met dans une sorte de glu, tout simplement. Alors c'est pas exactement de la glu. Hein. Résine, de la colle, exactement. C'est une espèce de résine. Hein. On mélange cette fibre avec une résine qui elle-même a ses propres propriétés. Et en fait, ça permet de créer un ensemble solide et efficace. On le voit avec la fibre de verre d'ailleurs, notamment où on a un durcisseur justement qu'on intègre à la pâte pour pouvoir plaquer les différentes couches de fibres et qu'on recolle par-dessus pour avoir vraiment quelque chose de... Je pense que les gens là, connaissent bien la fibre de verre, c'est exactement ça en fait. Ouais, la fibre de verre. Après, c'est vrai qu'au niveau solidité, la fibre de carbone est énormément utilisée parce que la fibre de verre, si vous l'avez déjà utilisée, c'est quand même assez cassant. Ouais. Ça reste de la fibre de verre, hein, donc c'est solide, mais par contre au niveau résistance, une fois qu'on arrive à la limite de la résistance, ça casse très facilement. Ouais. Ou alors il faut vraiment des grosses épaisseurs, comme des coques de bateau par exemple, où là, exactement. Ça fait du poids, etc. Exactement. Donc aujourd'hui on utilise beaucoup plus de la fibre de carbone que de la fibre de verre. Ouais. Donc les avions qui sont tout carbone ont à la fois toute la structure dont tu as parlé en carbone, en fibre de carbone pour le coup, et la peau aussi du coup. Oui, exactement. Donc typiquement, je ne donnerai pas de nom, hein, parce qu'il y a d'avions légers. Il y a aujourd'hui un constructeur d'avions légers qui vient de mettre au point un avion qui nomme lui-même un avion de 4e génération.
Ouais. Au niveau de la conception, je parle. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de la conception, c'est quand même assez bluffant. Puisque typiquement, les deux ailes, c'est un monobloc. Ça, c'en est un. C'est un. Oui. C'est l'Edge. Et Ah. cet Edge-là, je crois qu'il est Alors. full carbone. Ouais, donc celui dont je parle aussi, alors ça c'est l'avion à haute performance, puisqu'ils sont utilisés voilà, pour, soit pour les air race, etc., etc. Là, je parle d'un avion qui sera commercialisé grand public, donc Ouais. pour les aéroclubs, pour les ATO, que ce soit pour les aéroclubs ou pour les ATO, hein. Et il est en 100% fibre de carbone aussi, enfin matériau composite. Et du coup, par exemple, les ailes, c'est un seul et même monobloc. D'accord. Et là, ça a quand même aussi, un apparemment. énorme avantage. Tu marches à feu. Ouais. Alors après, il y a on quand va même regarder. beaucoup d'avions. Il y a beaucoup d'avions aujourd'hui qui sont de plus en plus d'avions modernes hein, qui utilisent les matériaux composites. Ouais. Alors pas dans la totalité de leur structure, bien évidemment, pas dans la totalité de leur structure, mais dans une bonne partie de la structure. Voilà. Si on prend l'exemple du Rafale, vous voyez, c'est pas la totalité, parce que par exemple, si on prend l'exemple du Rafale, typiquement, on le voit très bien, les bords d'attaque, eux, sont en titane. Les bords d'attaque sont en titane parce que quand on voit la Mach 2, il y a quand même un certain échauffement cinétique qui est fait sur les bords d'attaque et il vaut mieux que ce soit des matériaux qui soient très très résistants. Ok. Typiquement. Après, alors là on voit parce que c'est la technologie militaire, mais si par exemple on prend la 350 est composée, il y a une grosse partie de matériaux composés dans la 350. Ouais. Alors attends, on va essayer de trouver parce que c'est pas évident de trouver des photos. Hop, est-ce qu'on va trouver... Alors là, on voit l'avion en lui-même. Hein. Ouais. Maintenant, Sauf que ça a l'air c'est parce qu'on tape fuselage ou structure. Oui, peut-être. Voilà, hop. Tiens. Est-ce que c'est ça? Hop. Alors, très bonne image, j'en ai pas parlé. Sur les avions de ligne, donc sur les gros porteurs, les fuselages sont composés de grosses sections. Contrairement sur les avions légers où c'est un seul et même tube, sur les avions en ligne, ce sont des sections de fuselage. Donc quand on définit de section de fuselage, ça va être entre deux cadres forts la plupart du temps, et où vous vous doutez bien que quand ce sont les avions pressurisés, il y a des j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français. Dis-le en anglais, on va t'aider à Des traduire. cloisons, c'est des bulkheads. Donc c'est des cloisons de pressurisation en fait. Il y a des cloisons. Donc chaque section est définie par deux cadres forts et ou des cloisons de pressurisation. Typiquement, vous doutez bien qu'à l'arrière du fuselage, il y a une cloison qui fait la pressurisation, qui permet d'assurer la pressurisation de l'avion. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est assemblé par section. Et ensuite, une fois que les sections en elles-mêmes sont créées, on va venir assembler section par section. Donc, Ok. Tiens, il y avait une petite question. Ces sections-là, elles sont fabriquées à droite à gauche. Elles sont mises dans le Alors, beluga. elles peuvent être... Exactement. Alors, elles peuvent, certaines sont fabriquées au même endroit, certaines peuvent être fabriquées à des endroits différents, et ensuite, elles sont regroupées en un seul et même endroit pour la conception d'un. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle l'endroit où elles sont regroupées, c'est ce qu'on appelle des FAL, hein, des Final Assembly Line. Ce sont ces endroits où en fait on collecte toutes les pièces venues un peu du monde entier, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quel que soit le constructeur d'avion, gros constructeur d'avion, que ce soit Boeing, Airbus, Embraer, quel qu'il soit, il y a une bonne partie des pièces, beaucoup de pièces qui sont faites par des sous-traitants. Donc en fait, le but c'est de collecter toutes ces pièces-là et ensuite de garder le savoir-faire à la maison pour l'assemblage final. C'est pour ça que ça s'appelle Final Assembly Line. Ok. Je parle de ça parce qu'en fait, à Albert, ils construisent une partie des Airbus. Et je me souviens parce qu'il y a un grand hangar où tu as le beluga qui est rentré. Il y avait juste le nez du beluga qui est rentré dans le hangar. De l'intérieur, il y avait la section d'un avion de ligne qui était mis dans le beluga. Et après, ça repartait à Toulouse, je suppose, pour l'assemblage final. C'était assez impressionnant à voir. Donc voilà, alors ce qu'on peut voir aussi, j'en ai pas parlé, ce qu'on peut voir sur cette image, c'est que forcément ça existe que sur les avions en ligne. On va avoir des planchers dans les fuselages. Oui. On peut avoir des planchers. Les planchers sont ni plus ni moins que quasiment les mêmes planchers que vous avez à la maison. Hein. C'est des poutrelles. C'est des poutrelles qui sont placées perpendiculairement au fuselage et sur laquelle on va venir poser le plancher et qui du coup, en plus d'assurer le plancher pour pouvoir séparer l'endroit où sont les passagers, les compartiments bagages, etc., ils vont venir permettre de solidifier également les cadres.
Parce que vous prenez votre... Alors, je reprends un exemple, hein, vous prenez votre cerceau que vous avez à l'école, vous essayez de le compresser, il va se compresser facilement. Par contre, vous mettez un tube en travers qui rejoint les deux bouts du cerceau, maintenant essayez de le compresser, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Eh oui. Donc voilà. C'est une des techniques. Petite question de Pierre qui l'a posée concernant... qu'en est-il des coûts de réparation et de la difficulté de réparation alu composite? Alors, c'est une très bonne question. Alors, au niveau des coûts en eux-mêmes, je ne peux pas répondre parce que là, pour le coup, le business, c'est pas trop mon domaine. Par contre, au niveau de la ce que je peux répondre, c'est au niveau de la difficulté. Le désavantage de l'alu, quand on a une peau en alu, surtout je parle de la peau, parce que les cadres, c'est différent. On reviendra dessus justement si on parle de maintenance, etc. après. Mais au niveau de la peau, parce que c'est la majeure partie du temps, c'est là où viennent les impacts et les soucis. Le problème, c'est quand une tonne à alu, elle est abîmée, donc enfoncée, étirée, etc., à réparer, c'est très compliqué. Souvent, il faut changer le bout de peau en entier. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dérifter, et il faut changer le bout de peau. Ou alors, il faut découper autour et re-rifter. Ça arrive, hein, c'est ce qu'on appelle... Alors, communément, ça s'appelle des rustines, hein. Ça se fait. Donc, en fait, il faut découper proprement bien autour de l'endroit où c'est abîmé, remettre des renforts de part et d'autre pour revenir coller un bout de peau par-dessus. Ouais. Ça se fait. Néanmoins, ça augmente le poids, puisqu'on est obligé de mettre des renforts. À une petite échelle, en fonction de la taille, ça modifie les performances aérodynamiques de l'avion, puisqu'en fait, on rajoute un bout de peau par-dessus, donc on rajoute des rivets. Oui. Ça peut modifier légèrement les performances aérodynamiques de l'avion. Donc, c'est quand même une contrainte. Les matériaux composites, ça se répare relativement bien. Il y a des techniques aujourd'hui, il y a des processus qui existent de réparation des matériaux composites. Donc, on va faire un peu la même chose. On va découper autour de l'endroit où c'est abîmé. Par contre, on va découper, on va refaire de la fibre. On va réincruster de la fibre. Je vulgarise un peu, hein, c'est la technique, forcément, vous le doutez bien, un petit peu plus compliqué. Mais en fait, on va recréer de la fibre à l'endroit où on a découpé. Et en fait, la structure après va être tout aussi solide qu'avant la réparation, sans la moindre surépaisseur ou modification supplémentaire de structure. Ouais, donc on récupère. Donc ça a quand même un... Exactement. Comme Carglass. C'est ça, on remplace. Ok. Donc ça a quand même un avantage. Il y a Michelin dans les têtes brûlées qui faisait ça en fait, sur les Corsair. Enfin pas ça, mais il prenait un bout de canette pour boucher les trous de balles sur les Corsair. Ah ouais. Quand il rentrait là, il s'était fait un peu trouver par les Japonais là. Donc Michelin, il découpait un bout de canette et puis il réparait le Corsair comme ça. Et ça c'est dans les têtes brûlées, mais dans la vraie vie c'est ce qu'il faisait aussi. Ah bah je suis pas. Quand tu vois l'état des avions sur les photos noir et blanc, tu te dis voilà. Peut-être. Vous avez plus de canette, peut-être. D'accord, ok. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions particulières à poser? Profitez-en, encore une fois, je le dis. Cette émission se veut interactive. Si vous avez des questions à poser à Cédric, profitez-en. C'est voilà. Et Pierre qui te remercie, Cédric, de ta réponse. Donc allez-y, hein, si vous avez des questions particulières, il n'y a pas de questions idiotes. N'ayez pas peur. Hein, jamais. Ouais, alors, là, il y en avait une, mais qui date un petit peu début de stream. Je voulais la garder pour la foire aux questions, puisque c'est pas tellement le sujet, mais on y répondra. C'est une question d'Aviateur 59. On posera cette question pendant la foire aux questions. Donc si vous avez des questions encore une fois sur le fuselage, sur les matériaux, profitez-en, Cédric est là avec nous. Allez-y, hein, on est là pour ça. On parlait tout à l'heure donc de renfort, de structure, de cadre, de longeron et on parlait de pressurisation. On n'imagine pas trop à quel point l'aspect de la pressurisation d'un avion de ligne est important. On n'en a pas forcément compte quand on est simple passager dans un avion, à part de temps en temps peut-être des petits soucis au niveau des oreilles, ce genre de choses. Mais en réalité, c'est tout le fuselage qui travaille. Alors, exactement. Donc la pressurisation, c'est quelque chose qui est hyper important. Et déjà, il faut savoir une chose, c'est que le fuselage d'un avion en ligne est construit pour gonfler. Il est construit pour gonfler et très peu pour se dégonfler. Alors quand je dis se dégonfler, forcément quand il descend, il se dégonfle. En fait, il est soumis pour absorber un delta de pression où la pression à l'intérieur du fuselage est supérieure à la pression à l'extérieur. Oui. Ok.
Je vais donner des valeurs juste après, à peu près, à quelque chose près. Hein. Par contre, et je vais revenir une fois de plus sur l'exemple de mon cerceau, parce que même si on a un plancher, vous verrez, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, qu'il est beaucoup plus difficile d'écarter un cerceau ou votre alliance que de l'écraser. Un cercle est beaucoup plus facile à écraser un cercle qu'à l'étirer. Parce qu'en l'étirant, souvent, il est élastique. Par contre, quand on essaie de le comprimer, il se déforme très facilement. Et bien un fuselage, c'est exactement pareil. Donc, il est conçu pour gonfler et se dégonfler au fur et à mesure qu'il redescend. Il est très peu conçu pour s'écraser avec où la pression à l'intérieur du fuselage est inférieure à la pression extérieure. Donc ça, déjà, c'est un premier élément. Donc ça, c'est au niveau de la conception globale. Ensuite, pour revenir à des efforts de pressurisation, en effet, ces efforts-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont juste énormes. C'est-à-dire qu'on va avoir certains avions, alors partout, ça dépend des constructeurs, ça dépend du type d'avion, ça dépend de la technologie de l'avion. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les avions ne sont pas limités en performance à cause de les capacités de leur moteur, premièrement, à cause des différences de vitesse. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mécanique du vol, certains avions vont être limités en termes d'altitude maximale parce qu'ils vont atteindre ce qu'on appelle la VMO. Ça ne sert à rien d'en parler, mais voilà. Donc certains vont être limités à cause de ça. Mais certains avions en ligne, eux, ne sont pas limités ni par les performances du moteur, ni par les performances aérodynamiques, ni par quoi que ce soit. En fait, ils sont juste limités par la pression maximale admissible justement par le fuselage. La différence de pression maximale admissible par le fuselage. C'est-à-dire que chaque constructeur d'avion, par rapport à son fuselage, il dit, ben voilà, mon fuselage, il est capable d'absorber maximum telle différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Et au-delà de cette différence de pression, on ne peut plus voler. Et donc, ce qui se passe, et comme vous le savez, c'est qu'au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère, la pression atmosphérique diminue, forcément. Et la pression à l'intérieur de la cabine, au début, diminue. Au début, quand on décolle, elle va diminuer jusqu'à une certaine altitude, qu'on appelle l'altitude cabine. Et à partir d'une certaine altitude cabine maximale, elle ne diminue plus. Tout simplement pourquoi? Parce que si cette altitude-là, cabine diminuait, on ne pourrait plus respirer dans la cabine. Ouais. Ce qui serait quand même relativement gênant. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que, globalement, les chiffres standards peuvent varier légèrement. Mais l'altitude cabine qu'on a quand on est en croisière, pour les avions de notre altitude, c'est à peu près 8000 pieds. C'est-à-dire qu'en fait, dans la cabine, il règne une pression qui est l'équivalent de la pression atmosphérique que vous auriez si vous étiez à 8000 pieds d'altitude. Ouais. Sauf que des fois, sur un avion en ligne, on vole au niveau 350, donc à 35 000 pieds. Ou voire même au niveau 400 ou 450. Donc, 8000 pieds, si on applique le transférer, ça fait quoi? Ça fait 2500 mètres, quelque chose comme ça? 2500 mètres? Oui, à peu près, ouais. Ouais, c'est ça, je suis divisé par 3, quelque chose près, on est pas mal à la réalité. Donc, ce qui fait qu'on a quand même une énorme différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, tous ces efforts-là, c'est comme si vous souffliez dans un ballon, en fait. C'est exactement la même chose. Quand vous soufflez dans un ballon, la pression intérieure du ballon est supérieure à la pression extérieure. C'est bien pour ça que le ballon se gonfle. Et sauf qu'à un moment donné, si vous soufflez trop fort dans le ballon, il éclate. Ouais. Ça, en avion, c'est exactement ce qui se... Exactement. Pour faire une comparaison, là, il y a souvent les ballons sondes météo qui sont un peu flasques quand ils sont par terre. Tout à fait. Et en fait, c'est fait exprès, en fait. On les gonfle pas à fond. Exactement. Tu as tout à fait raison, Nicolas. D'accord. C'est tout à fait ça. Et quand il s'élève, en fait, le volume augmente. Le volume augmente, Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà, donc il y a certains avions qui sont limités par ça, parce qu'au-delà de cette différence de pression-là, la structure en elle-même du fuselage est plus faite pour absorber ces efforts-là. D'accord. Alors il y a une petite question à propos du fuselage d'Aviateur 59 qui dit un fuselage bilobé, CFC46, est fait pour mieux supporter les pressions? Alors non, au contraire. Ça fait partie des choses qu'on étudie à la TPL. On étudie les sections de fuselage qui sont plus ou moins résistantes les unes des autres. Et le bilobé n'est pas le fuselage qui résiste le mieux aux pressions. Le fuselage qui résiste le mieux aux pressions, c'est tout simplement le fuselage circulaire, parfaitement circulaire. Ouais. Sauf qu'en fait, un fuselage parfaitement circulaire, ça n'existe pas. Parce que, dans toute sa longueur, j'entends. Puisque vous doutez bien que plus on arrive en fonction, si on arrive à le cockpit ou vers l'avion, des fois ça va de manière ovale, etc., etc. Donc le cercle parfait, c'est celui qui va absorber le mieux les efforts.
Ouais, je mets C'est par le définition, bilobé c'est la physique. pour montrer à Ouais. tout le monde ce que c'est qu'un fuselage bilobé. Exactement. Ensuite, on va avoir celui qui résiste derrière le cercle parfait, celui qui va résister le mieux. Ça va être le fuselage ovale. Ouais. Et ensuite va venir le bilobé. Le bilobé, typiquement, c'est celui qu'on peut retrouver sur du 380, du 747, du Beluga. Le Beluga, c'est le meilleur exemple parce que ça se voit réellement de l'extérieur. En fait, le bilobé, souvent, il est utilisé quand on veut faire des doubles planchers. Typiquement, voilà, sur un 747, 380 ou Beluga. Alors, le Beluga, c'est surtout parce qu'il c'est par sa taille. Mais 380 ou 747, on voit, ils ont 2 étages. Donc, on peut utiliser du bilobé parce que du coup, ça sert à rien d'avoir un plancher où les gens s'assoient qui fait, on va dire, qui fait une certaine largeur et garder la même largeur jusqu'à 2,50 m de hauteur. Ça sert à rien parce que du coup, c'est l'espace qui est utilisé strictement pour rien. Ouais. Et c'est surtout que derrière, après, ça fait des poutres qui vont être plus larges à mettre en haut. Qui dit poutre plus large, dit poids plus important, etc. etc. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un exemple. Alors, c'est pas un bilobé flagrant, mais on voit qu'on a quand même 2 sections, on a quand même on va dire, deux diamètres différents au niveau des cercles en haut et en bas. Ouais, on voit ici là que ce cercle-là est plus gros que celui-là. Exactement. Après, je pense que le mieux, si tu prends le Beluga, c'est vraiment flagrant. Ouais. Parce que le Beluga, il a une arête sur l'extérieur. On voit clairement une arête extérieure. Et on voit clairement que c'est du bilobé. D'accord, ok. Non, le bilobé n'est pas plus résistant, malgré le fait que forcément, vous vous doutez bien, c'est ce que vous disiez, hein, il y a un plancher qui est mis au niveau des deux lobes. Et bien malgré le plancher qui est mis entre les deux, qui est mis au niveau des deux lobes, et ben c'est pas le plus résistant. Parce que ce qu'il faut savoir en physique, c'est que dès qu'il y a une arête, la moindre arête qu'il y a, c'est là où se concentrent tous les efforts. Oui. C'est bien pour ça que sur un cercle, comme il n'y a pas d'arête, les efforts sont répartis de manière parfaitement uniforme. Oui. Ok. Yannick, voilà pour la pressurisation. Cette photo-là, justement, qui peut être intéressante. Elle est un peu petite, mais on voit quand même de quoi tu parles. Hop, sur le C97, ouais, on voit justement ce fuselage coupé en deux presque. Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement ça. Donc toute la structure de l'avion, hein, le fuselage est conçu pour pouvoir absorber cette différence de pression, puisque sur un vol normal, sans problème, c'est ce qui se passe. Ouais. Donc le ballon se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure. Et on est toujours sur une pression à l'intérieur du cockpit qui est toujours à 97% du temps. Il y a de très rares exceptions où ce n'est pas le cas. Mais on est toujours sur une pression intérieure qui est supérieure à la pression qui est extérieure. Et du coup, les fuselages, la différence, alors ils sont quand même faits pour résister à une différence de pression négative, mais c'est quelque chose qui est très très faible. C'est pour ça qu'il y a des organes de sécurité, sur les fuselages, pour qu'en cas de pression négative, une pression à l'intérieur du fuselage qui est inférieure à la pression extérieure, il y a des organes de sécurité qui s'activent, qui font que automatiquement l'air extérieur rentre dans la cabine, quelle que soit l'altitude, pour pouvoir équilibrer les pressions et pour pas que en fait, l'avion s'écrase sur lui-même, tout simplement. Oui, d'accord. Alors justement, tu parles de travail de ce fuselage en surpression, dépression, tout ça mène, j'imagine, de l'usure. Et quelque part, ça fait travailler les matériaux qui vieillissent mal et ça peut provoquer des problèmes. Alors, je dirais oui et non. De base, un fuselage, quand il est conçu, en fait, on donne une durée de vie cellule. Donc, sur un avion, il y a, au niveau de maintenance, il y a plusieurs durées de vie. Il y a des durées de vie moteur, durée de vie cellule, durée de vie instrument. Il y a plusieurs durées de vie. Et la durée de vie cellule, c'est une durée de vie, c'est celle qui est la plus importante de l'avion. Pourquoi? Vous vous doutez bien. Alors, je vais prendre l'exemple le plus extrême, c'est un cadre. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas changer un cadre tous les jours. Oui. Parce que si on doit changer un cadre ou un longement tous les jours, ça veut dire qu'il faut enlever la peau de l'avion. Pour pouvoir enlever la peau de l'avion, il faut enlever, si vraiment, par exemple, il y a un plancher, il faut enlever le plancher, il faut enlever le siège. Il faut tout enlever. Et du coup, si on doit changer un cadre, bon courage, parce que c'est pas facile à faire. En gros, l'avion, il est, en fonction du type d'avion, on peut quasiment considérer qu'il est mort. En fonction des avions, ça coûtera moins cher de poubelliser l'avion, si je peux parler comme ça, plutôt que d'en prendre un nouveau. Oui. Et dans l'aviation légère, ça se voit souvent. Il y a pas mal d'exemples dans l'aviation légère où un avion d'un cadre est déformé, et bien en fait, il a fini dans un musée parce que ça coûte trop cher de remplacer. Voilà. Donc, on va dire que les cadres ne sont pas faits pour ça. La peau
on en a parlé, parce que la peau, ça se répare. Après, ce qu'on peut avoir, on peut éventuellement avoir des longerons qui sont touchés. Là, c'est pareil, en longeron, on va dire c'est moins gênant de changer qu'un cadre, mais c'est quand même beaucoup de travail. D'accord. Après, on peut avoir des rivets qui sautent. Ça, c'est assez rare aussi. Hein. C'est quand même, ce sont des choses qui sont très très rares. Au niveau maintenance et structure du fuselage, disons qu'il y a très peu de choses. En monitor, c'est plus donc on a plusieurs types de maintenance en aéronautique. On va avoir de la maintenance qui se fait de manière périodique. Donc, quel que soit l'état de la pièce, toutes les 50, 100, 200 heures, 1000, 2000 heures, peu importe, la pièce elle a changé, quel que soit son état. C'est comme le filtre d'huile dans les vidanges de voiture, quoi. Exactement, c'est la même chose. C'est comme votre courroie de distribution, ok, à 100 000, à 100 000, quel que soit l'état de la courroie, on la change. Ouais. C'est exactement pareil. Donc on va avoir ce type de maintenance. Après, on va avoir de la maintenance. On va avoir la maintenance où en fait on va avoir des tolérances. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des pièces d'usure, qu'on monitor, donc on vérifie régulièrement, et à partir d'une certaine valeur d'écart, et bien la pièce on la change. Tant qu'on n'a pas atteint cette valeur-là, d'écart par rapport à la pièce d'usine, et bien la pièce on la change pas. Alors ça, est-ce qu'on pourrait comparer ça avec par exemple les plaquettes de frein de voiture? C'est tout à fait ça. C'est l'exemple parfait. On a les mêmes indicateurs que ce soit sur les avions légers, il y en a aussi, hein, en fonction des avions légers. Typiquement sur Cirrus, vous en avez. Et après, vous l'avez sur les avions lignes, hein, que ce soit Boeing, Airbus, vous en avez des indicateurs visuels d'usure des plaquettes de frein, vous en avez. Donc voilà, ça peut être un exemple. Et ensuite, on va avoir des éléments qui normalement ne sont pas prévus pour changer, typiquement la peau des câbles, et qui eux, en fait, alors, ils ne sont pas prévus de se changer, mais on doit pouvoir les changer. Oui. Donc après, il y a des mêmes choses, ce sont des tolérances. Typiquement, un cadre, ça va être des tolérances en déformation, des tolérances en étirement. Voilà, ce sont des tolérances, par exemple, on peut retrouver des criques aussi. Donc, la déformation, c'est quelque chose qui est très visuel, ça se voit tout de suite. Par contre, les choses, et ça c'est l'ennemi de l'aéronautique, surtout des gens qui font la maintenance, ce sont les criques. Parce que les criques, ça se voit pas. Donc la crique, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire c'est une espèce de mini-fissure qui est à l'intérieur même du matériau, souvent. On peut avoir des criques en façade, et dans ce cas-là, on appelle plus ça des fissures que des criques. Mais les criques, on va dire, ce sont des fissures qui sont internes à l'intérieur du matériau, ce qui fait que du coup, vous notez bien que ça diminue grandement la résistance du matériau. Et en fait, ça ne se voit pas. Ça, c'est l'ennemi, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se voir. Et qui fait que à n'importe quel moment ça peut casser. Ouais. Donc le seul moyen de le monitorer souvent c'est souvent il y a plein de techniques qui existent, mais la technique la plus connue, la plus répandue qui existe, c'est les ultrasons. En fait, on fait passer une machine à ultrasons dans un matériau qu'on veut regarder et qu'on veut tester, et grâce à cette machine à ultrasons, vu que le son est renvoyé de manière uniforme dans le matériau, dès qu'il trouve une crique, il est plus renvoyé de manière uniforme. Et du coup, c'est comme ça qu'on détecte la crique. Et là, à ce moment-là, du coup, on est obligé de remplacer la pièce. D'accord. Ok. Donc ça, ce sont des étapes. C'est quelque chose qu'on va monitorer. C'est pas quelque chose qu'on monitore. Alors c'est quelque chose qu'on monitore régulièrement. Par exemple, alors c'est pas le sujet aujourd'hui, mais par exemple sur les, si je prends l'exemple des moteurs, sur les obs des réacteurs. Oui. Toutes les 2000, 3000 heures, peu importe, les obs sont passés aux ultrasons pour vérifier si elles sont pas de crique. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait régulièrement. Ensuite, on peut avoir sur des événements, si je regarde mon fuselage, sur un atterrissage dur. Sur un atterrissage dur, donc il y a des capteurs d'impact ou de G, tout simplement, ça peut être des accéléromètres, hein, sur les trains d'atterrissage. Et en fait, quand le nombre de G à l'atterrissage est trop fort, supérieur à celui préconisé par et à ce moment-là, on passe sur une procédure où à ce moment-là, en fonction du nombre de G, on va être obligé de passer les câbles et les longerons aux ultrasons pour vérifier qu'ils n'ont pas été soit déformés, soit truqués. Ok. Donc c'est un moyen, c'est une sauvegarde supplémentaire et qui rassure tout le monde en disant si vous montez dans un avion qui s'est posé dur, non, il y a moyen de le voir. Exactement, tout à fait. Ok. Ça marche. Ouais, donc on voit bien, on voit mieux en tout cas un petit peu tous ces sujets-là, ces contraintes, cette maintenance qui est liée au fuselage de l'avion. On a une vision, on va dire. Ouais, j'avais une petite question là pour ceux qui vont passer la TPL.
Il y a différents termes là, en ce qui concerne la fatigue. Je sais pas, il y a des éléments qu'on change que quand ça casse. Après, il y a d'autres éléments qu'on change systématiquement après un certain nombre d'utilisations. Non, c'est ça. Donc, en fait, c'est quoi les termes en fait? Donc tu vas avoir la maintenance cyclique. Après, le problème, c'est que moi, je fais quasiment exclusivement que de la formation en anglais. Donc les termes dis-le en anglais, c'est pas grave. On a de la hard condition maintenance, on va avoir de la cyclic maintenance. Bon, cyclique, ça s'entend très bien. Hein. Donc après, on va avoir du hard conditioning maintenance. Donc là, le hard conditioning, c'est ce que je disais, hein, c'est tous les certains nombres d'heures, on change complètement la pièce. Et puis, point, on ne réfléchit pas. Et après, on va avoir le cyclique, et comme son nom l'indique, ça va être à partir d'un certain nombre d'heures données, on va vérifier si la pièce est en état ou pas. D'accord. Ok. Ben voilà, on a nos réponses. Donc après, ça c'est la maintenance préventive surtout. Après, il y a toujours la maintenance curative aussi. Hein. Forcément, il ne faut pas oublier la maintenance curative qui fait que quel que soit le cycle dans lequel on est de la pièce, si la pièce est casse, donc elle a un problème, on la change systématiquement. Ok. Oui, c'est logique. Et c'est mieux comme ça. Ouais, Nico, c'est le Papy Bonington de la zone aéro. C'est ça. Merci, je le prends comme un compliment. Bon, c'est cool. 21h48. Déjà, merci Cédric d'avoir répondu à toutes ces questions. Tu vas rester avec nous parce qu'il y a encore 2-3 petites questions qui sont posées qu'on va passer dans la séquence foire aux questions. Donc la séquence remise de gaz qu'on va lancer tout de suite. Et c'est grand plaisir. Pardon ? J'ai dit avec grand plaisir. Ah oui, d'accord. Si vous avez d'autres questions, les amis, posez-les dans le chat et on y répond tout de suite puisque on lance la dernière séquence de l'émission, la rubrique foire aux questions remise de gaz. La séquence foire aux questions. Qu'est-ce que tu disais? J'ai pas vu. Ah, il dansait. Foire aux questions, remise de gaz. Donc, concernant l'émission de ce soir sur le fuselage et la solidité d'un avion, tout ce qui tourne autour de ça, de la maintenance. Si vous avez des questions, même si elles vous paraissent peut-être idiotes ou trop simples, ce genre de choses, posez-les. Hein. On accepte évidemment toutes les questions et il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a de bêtes que ceux qui ne posent pas de questions, justement. Donc, profitez-en, on est là pour ça. Première petite question qui vient un petit peu en relation avec ce qu'on a dit juste avant. Je l'affiche tout de suite, si elle veut bien, voilà. Comment font-ils l'étanchéité entre les sections et les tronçons? Alors, entre les sections et les tronçons, souvent c'est la police d'étanchéité. C'est-à-dire qu'on va venir mettre les pots entre deux tronçons et il y a un joint qui est fait entre les deux. Hein. Si je peux dire ça de manière bête et stupide, on va dire. Alors après, sinon, comme je vous l'ai dit, sinon c'est les parois d'étanchéité qui s'occupent ce qu'on a, on a souvent hein, à l'avant, à l'arrière, notamment à l'avant et à l'arrière de l'avion, on a des cloisons. Ce sont des cloisons d'étanchéité justement qui viennent assurer l'étanchéité justement entre les parties pressurisées et non pressurisées de l'avion. D'accord. Ok. Voilà, déjà première question, c'est fait, répondu. Et une autre question, alors qui est pas forcément en rapport avec le côté fuselage, était plus générique. Réglementaire. Aviateur 59 qui demandait question bête. Donc il n'y a pas de question bête, on répète. Il n'y a que des gens bêtes qui posent des questions. Voilà. Je me permets, c'est un copain. Ok. Pour homologuer une construction amateur d'avion, est-ce que c'est l'EASA qui valide ou quel autre organisme? Alors, c'est pas nécessairement l'EASA. Ça va dépendre du type d'avion. C'est-à-dire qu'on on a deux grandes catégories d'avions, et trois si je prends en compte les ULM. On va avoir trois grandes catégories d'avions. On va avoir les ULM qui ont un régime qui est très très particulier, c'est-à-dire que c'est l'avantage des ULM au niveau de... alors, je ne voudrais pas dire ça, mais il y a un peu un vide réglementaire au niveau des ULM, qui fait qu'au niveau des ULM, c'est quand même très facile de faire homologuer un ULM. Voilà. Après, pour les avions légers, qu'ils soient amateurs ou non, derrière, il y a deux processus de certification.
Alors, il y a quand même des avions, je vais quand même préciser, il y a quand même les avions historiques. Les avions historiques, ils ont un régime très particulier. Les avions de collection. Ils ont un régime qui est assez particulier parce qu'ils ne sont pas forcément soumis aux mêmes règles que les autres. Après, ils ont des règles différentes à utiliser, notamment pour pouvoir voler dans les espaces aériens, etc. etc. Mais de manière générale, on va avoir deux types d'avions. On va avoir les avions légers, donc qui vont être certifiés, ce qu'on appelle sous la valence CS23. Donc c'est tout ce qui est avion léger. Et ensuite, on va avoir les avions lourds qui, eux, sont certifiés CS25. Et ensuite, c'est tout simplement un livre qui vous dit, OK, pour être certifié CS23, il faut que votre avion il réponde à tel critère. Et à partir du moment où on répond à tous les critères du CS23, on va avoir une certification CS23. OK. D'accord. Ah bah tu vois, ça c'est quelque chose... Voilà, et pareil pour les avions lourds. OK. C'est ni plus ni moins qu'un cahier des charges, un cahier des charges minimum, qui est publié par le HASA. Donc CS, c'est pour Certification Specification. Donc ça porte bien son nom, c'est-à-dire pour être certifié, il faut répondre à des spécifications particulières. Donc soit CS23 pour les avions légers, soit CS25 pour les avions. D'accord. Okay. Donc si je veux construire un avion, par exemple, je peux aller chez le HASA, voir le paragraphe qui correspond pour savoir, bah tiens, le fuselage, je dois le construire comme ça, avec tel ou tel matériau, pour qu'il soit homologué. Alors à ce niveau-là, c'est pas des matériaux. Ce qu'ils demandent, c'est pas trop des matériaux. Ils imposent pas des matériaux. Ils imposent des résistances. Ils imposent des degrés de résistance à l'effort, etc. Des degrés de résistance, des vitesses minimales, maximales, etc. Des efforts. Après, la manière dont c'est fait, ils s'en fichent. Ils demandent juste de répondre à OK, il y a un cahier des charges sur les vitesses, les facteurs de charge, et point. Et la manière dont c'est fait, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, typiquement, l'exemple que je donne à l'avion léger qui va sortir, il n'a pas de cadre, il n'a quasiment pas de cadre, il n'a pas de cadre, il n'a pas d'engin. Par contre, il est certifié 1623 parce qu'il a répondu aux exigences. D'accord. OK. Marrant. C'est intéressant. Tu vois, je ne savais pas non plus. Et si on fait une réplique d'avion avec les mêmes calculs que les constructeurs, doit-on refaire des calculs de résistance, efforts, matériaux, etc. Alors, il faut être capable de les démontrer. Alors, si on veut qu'il soit certifié 1623, après ça dépend, c'est pareil, ça dépend de la certification qu'on veut. Si on veut qu'il soit certifié 1623, si on veut qu'il rentre dans la catégorie ULM, si on veut qu'il rentre dans la catégorie avion de collection, ça va changer. Mais si on veut qu'il soit certifié 1623, puisque c'est la majorité des avions légers, vous prenez un TB9, il est 1623, un DA40, il est 1623, un Cirrus, un SR20, il est 1623. En fait, il faut être capable de les démontrer. Ok, tout simplement. Là, en fait, la question, je pense que c'est... tu vois, tu fabriques un avion de la Première Guerre mondiale et tu prends les éléments en fait, du constructeur de l'époque, en fait. Est-ce que ça peut être homologué comme ça ou est-ce qu'il faudra refaire des calculs? Alors, du coup, je reviens... alors, tu seras obligé de... Si toi, tu fais une réplique, tu seras obligé de redémontrer que les calculs sont bons. D'accord. Okay. Tu seras obligé, sauf si tu veux le faire rentrer directement sur la zone de collection, mais ce ne sera pas possible parce qu'il n'aura pas l'ancienneté à l'époque. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Donc en effet, normalement, tu es obligé dans tous les cas de redémontrer les calculs, même si tu as pris les plans de l'époque, etc., etc. Parce que l'avion lui-même, vu qu'il n'est pas d'époque et certifié avant de collection, sera considéré comme un nouvel avion. D'accord. En fait, c'est parce que les plans d'époque ils ne sont pas certifiés par le HASA, quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais. Ok. Bon. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a encore des petites questions dans le chat ou est-ce que tout est clair pour vous? De toute façon, on retrouvera Cédric dans la zone maintenant qu'il est à l'aise. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Ouais. Ah oui. Bon, bah en tout cas, Cédric, on te retrouvera évidemment avec grand plaisir pour un prochain sujet. Pourquoi pas? Parce qu'on pourrait parler, pourquoi pas moteur, réacteur, des ailes. Des ailes aussi, ouais. Pourquoi pas on avait parlé un petit peu d'ailes déjà avec notre ami Michael. Enfin, on avait parlé plutôt portant, ce genre de choses. Mais oui, pourquoi pas parler structure. On voit les ailes la flexion des ailes. Là, c'est pareil. Oui. Exactement. Ouais. Bon, allez, exactement. Sujet. Est-ce que vous avez une idée de la différence en bout d'aile d'un 380 entre quand il est au sol et sous le 380 parce que c'est celui qui a une des plus grandes envergures. Ouais. Alors, la différence entre quand l'avion est au sol. On va demander peut-être aux internautes. On va demander au chat, à votre avis. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu là? Ouais.
Alors, la différence entre quand il est au sol... On peut faire un petit sondage. On peut faire un petit sondage ou pas? Vous voyez, hop. Tiens, on va faire une prédiction plutôt. Alors, on va marquer quoi? On va marquer distance. Tiens, je vais faire Alors, la différence en bout d'aile entre quand l'avion est au sol avec le plein de carburant. Ouais. Différence. Et quand il est en croisière, en vitesse de croisière à haute altitude avec les ailes un peu, on va dire un peu moins vite parce que les ailes sont apparemment très hautes. Entre 3,80 au sol et en croisière, on va mettre. Voilà. Ouais, c'est ça. Jusqu'à combien ça peut monter? Tiens, mais là c'est. Ouais. Ah oui. Attends, hop, on montre avec voilà, Nico. Attends. Toc, faut que je mette cette caméra là. Vas-y, voilà. Nico va montrer, en fait. Vous voyez l'avion. Voilà, en fait ça. C'est cette distance-là. À votre avis, de combien c'est ça le là, il monte. Quand il est au sol, quand il est en l'air. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On peut mettre plusieurs réponses ou pas? Je sais pas, on peut mettre. Allez, tu veux faire un QCM? Tu veux faire un QCM? On peut mettre deux réponses. Qu'est-ce qu'on met? On a 3 mètres là. 10 et 15 mètres. On peut mettre plus de 10, moins de 10 ou plus de 20, moins de 20? Allez, mais plus de 10, moins de 10. Non, mais plus de... Allez, entre 0 et 100. Allez, mettez entre 0 et 10. Valeur ronde entre 0 et 10. Alors, on va mettre moins de 10 ou plus de 10. Mètres, on est d'accord, hein? On parle de mètres. Ouais, tout à fait, mètres. De mètres en bout d'aile. Oui, on parle de mètres. Voilà. De mètres en bout d'aile. De mètres en bout d'aile. On va lancer la prédiction pour 30 secondes. Le temps qu'il cherche sur Wikipédia. Voilà. Donc voilà, j'ai lancé ça, vous voyez, ça apparaît dans le chat en haut là. On a déjà des mises là, il y en a un qui a misé sur 7 mètres. Et voilà. Après sur 10 et 15 mètres et 3 mètres. Vous pouvez cliquer, alors vous pouvez voter, hein, vous pouvez mettre des points de chaîne même. Sur la prédiction. Est-ce que c'est moins de 10 mètres ou c'est plus de 10 mètres? Est-ce que, à mon avis, les gens... si, ça y est. Moins les de gens 10 mètres. 100% de moins de 10 mètres. 100% de moins de 10 mètres. Ouais, c'est moins de 10 mètres. C'est moins de 10 mètres? Ouais, mais à 10 mètres, c'est énorme. Hein. Vous vous rendez pas compte, 10 mètres, c'est énorme. Vous imaginez, sur une aile qui travaille, 10 mètres, c'est monumental. Alors regardez, le plafond de votre maison, la plupart des plafonds de maison sont à 2,50 mètres. Hein. Ouais. Donc, vous imaginez sur une aile qui, enfin, ce temps, c'est quand même. Alors, peut-être qu'on reviendra dessus une fois sur un autre sujet, mais en effet, à l'intérieur, tu parlais tout à l'heure des, tu sais, Nicolas, tu parlais des espèces de trucs qui ressemblaient à des boîtes à l'intérieur. Ouais. Sur les avions lignes, ça s'appelle c'est des poutres. Hein, donc le nom en anglais, c'est ce qu'on appelle des spars, c'est des poutres. Et c'est des poutres en acier. Là, pour le coup, c'est vraiment en acier. Et ça ressemble aux IPN que vous avez dans votre maison. Ce sont des poutres en acier qui font 30 mètres de long. Qui sont des aciers qui sont 2-3 cm d'épaisseur. Donc vous imaginez que ça se tord. Hein. Oui. Ouais, c'est... Donc aller tordre une IPN dans votre maison... Après, c'est comme quand on prend un fil de fer long comme ça, il est facile à tordre. Oui. Par contre, si on prend un fil de fer d'1 centimètre, il est plus difficile à tordre. Oui. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est quand même moins. Et on est sur un 3,80, on est sur à peu près on est sur 5 mètres de hauteur. Ouais, c'est pas mal. Donc 2 fois la hauteur de votre plafond. Ouais, c'est surtout, il faut essayer de s'imaginer les efforts, les forces que ça représente, et du coup, la structure que doit avoir l'aile, et surtout au niveau de l'implanture, au niveau de l'endroit où l'aile est attachée. Et il y a d'autres avions, c'est plus grand? Honnêtement, je sais pas. J'ai la valeur du 3,80 en tête parce que c'est un des plus gros. C'est celui qui, en fait, plus l'envergure, c'est exactement ce que tu disais, Nicolas, c'est le parfait exemple. Plus l'envergure est grande, plus forcément la différence de hauteur va être importante. Comme le 3,80, c'est un qui a des plus grandes envergures, c'est la valeur que je connais, c'est aux alentours de 5 mètres. Après le 3,50, je pense qu'on ne va pas être loin quand même. D'accord. Ouais. Ok, bon. Voilà. Très intéressant. On a fait le tour. Eh bien, Cédric, merci encore à toi. Pour ta participation, c'était super sympa. Ouais, merci à toi. Voilà. Les amis, hop, on va repasser sur la caméra principale. On se fait attaquer par les moustiques, c'est nouveau ça. Hop. Alors Cédric, on va te retrouver tout de suite. On bascule
Ça marche ou pas? Voilà, on bascule ici. Les amis, avant de dire au revoir à Cédric, juste 2-3 petites infos. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider à construire le contenu de cette chaîne en prenant un abonnement. Ça se passe en dessous. Vous pouvez prendre des abonnements pour vous. Vous pouvez offrir des abonnements. Et si en plus vous êtes un abonné Prime, choisissez d'être le Robin des Bois du stream, où vous allez prendre l'argent à monsieur Jeff Bezos et vous allez nous le donner à nous. Donc vous allez faire une bonne action parce qu'avec votre compte Prime, Amazon Prime, eh ben, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne et vous avez d'ailleurs l'info qui vient de s'afficher dans le chat. Vous cliquez dessus pour convertir votre Prime en abonnement. Ça vous coûte rien, c'est gratuit et nous ça nous aide. Voilà. À développer un petit peu tout ce que vous voyez ici, que ce soit au niveau décor et contenu. Et pouvoir faire des reportages aussi. Voilà aussi. À droite, à gauche. Exactement. Voilà. Pour les prochaines émissions, bon, quelques petites idées peut-être. Alors justement, on y arrive. C'était peut-être pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on sera à J+1 de la sortie du film Top Gun 2, Top Gun Maverick, voilà, qui a été lancé hier, je crois, pour les avant-premières, et ce soir pour la sortie officielle. Et ben on avait envie de vous proposer à vous un petit débrief. Donc si vous le voyez cette semaine, n'hésitez pas à venir nous le dire dans le Discord. Donc pour le Discord, c'est pareil, dans le chat, vous avez le lien. On fera une sorte de débat, quoi. Pour ou contre Top Gun? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu ou pas? Et ce qu'on fera, c'est qu'on vous prendra en visio pendant l'émission. Voilà. Donc branchez-vous avec vos caméras, vous nous dites dans le Discord au cours de la semaine, ok, je veux bien donner mon avis. Quand même, on va vous demander. On vous envoie le lien avant l'émission, vous vous connectez et on discute ensemble, tous ensemble, sur ce qui vous a plu, sur ce qui vous a pas plu, ce genre de choses. Tu feras ça quand? Semaine prochaine? Semaine prochaine? Ça fait tôt. Ça fait tôt? Ouais. On fait ça dans 15 jours? Est-ce que ça vous va dans 15 jours? Ça vous laisse... Dans 15 jours, ouais. Tant d'aller voir et puis tant que les gens aillent voir, ouais. Ou sinon, il faut le faire... Bon, on va regarder la date et on vous indiquera la date en attendant. Le sujet est lancé, quoi. Voilà, le sujet est lancé et si vous voulez participer, dites-le nous dans le Discord, dans la rubrique contenu, programme, idée de programme. Vous nous dites ok pour le sujet Top Gun, je suis intéressé. Et on compte sur vous parce que c'est intéressant aussi d'avoir vos retours à vous. On voudrait avoir ceux qui n'ont pas aimé, surtout, et puis ceux qui ont aimé, voir faire une sorte de... Voilà, d'en parler tous ensemble. Voilà. Ça peut être un très bon sujet. Voilà. Sur le programme à venir, semaine prochaine, je ne sais pas encore. Ah bah tiens, Marc, dans le chat aussi, là, justement, une petite nouvelle rubrique, vite fait comme ça. Parce que comme je regarde pas mal de trucs sur YouTube, il y a des choses très très intéressantes sur l'aviation. Et ce matin, je suis tombé sur un truc donc, qui s'appelle, Seb, tu as marqué dans le chat là, oui. Justement à propos de Top Gun. Et donc là, ça s'appelle Real Life. Voilà, alors attends, ça arrive. The Real Life Top Gun. Top Gun. Fighter Pilot. Opération Red Flag. Fighter Pilot Operation Red Flag. Voilà, ça vous explique, c'est un beau petit documentaire sur l'exercice Red Flag qu'il y a régulièrement aux États-Unis, avec les États-Unis, avec d'autres forces aériennes comme les Allemands, comme les Anglais, les Français aussi participent régulièrement. Et voilà, c'est très très intéressant, quoi. Donc, vous tapez ça sur YouTube. Et vous pouvez regarder ça. Et régulièrement, je vous ramènerai des petits trucs comme ça que j'ai trouvé très très intéressants. Des vieux films aussi, j'ai trouvé des trucs intéressants. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi de temps en temps, en plus des streams du mercredi soir, comme on est en train de faire, c'est peut-être d'ouvrir la zone aéro aussi à ce genre de choses, avec des streams peut-être à d'autres moments de la journée, pour venir compléter un petit peu, amener encore plus de contenu à la zone, avec Nicolas, qui maintenant en plus a sa plateforme de streaming. Aux couleurs de la zone, il a la pression là. Attends, j'ai pas encore essayé. Il a la pression. Mais ça va venir. Et puis Mickaël aussi, qui est quasiment prêt. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous plaît et que vous serez nombreuses et nombreux à participer. On compte sur vous, c'est la chaîne de tout le monde ici. Que dire de plus? On a fait le tour. Oui. Donc le Discord est ouvert, les abos on en a parlé. Si pour la communication évidemment, si vous faites partie d'un club, si vous connaissez des gens qui sont passionnés par l'aviation, partagez. Parce que pour l'instant c'est le seul moyen qu'on a de faire connaître cette chaîne. Donc parlez-en autour de vous, faites circuler les liens. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va continuer d'avancer tous ensemble. Encore une fois, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints cette semaine. Vous étiez assez nombreux et ça fait très plaisir. Voilà.
Allez, coupe, maintenant c'est l'heure de jouer. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On retrouve tout de suite Cédric pour le mot de la fin. Cédric, merci encore pour tes explications sur les fusages. On te retrouve très bientôt. Ah, on t'entend plus, ton micro doit être coupé. Ah, voilà. Ah oui, en effet, Voilà. avec le micro c'est mieux. Donc, Tout le plaisir était pour moi, c'était un grand plaisir. Quand tu veux, je reviens. moi, ce que je voudrais, Si c'est vous que la voulez, prochaine si vous avez fois qu'on apprécié. fasse ici, dans les studios, qu'on retrouve Cédric au bar de la zone. Pas de problème. Ça serait je bien. relève le défi, il n'y a aucun problème. Bon, et ben voilà, on va faire ça. Merci bien Cédric, ça. merci à toutes et tous, merci Nico. De rien, avec plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone, même heure, même endroit, même fréquence si j'ose dire, tous les mercredis à 20h30. D'ici là, portez-vous bien, fly safe, comme Fly on dit. safe. Et Profitez du beau temps. voilà, et profitez des meetings. en attendant, on se retrouve sur le Discord de l'émission pendant la semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Ah, allô? Oui. Merci. Ah, on me fait Bonne le- semaine, merci Bonne Cédric, soirée. à bientôt et ciao tout le monde. À bientôt. On est en train de me féliciter Bye bye. là. Ben, c'est très bien. Bye bye tout le monde.